Bonjour à tous et bienvenue dans cette première interview de l'Ethereum Convention 4 qui a lieu à Paris. Et aujourd'hui, je suis en direct avec Jonathan. Alors Jonathan, bienvenue. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Et puis on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Alors, je suis Jonathan Chemoul, fondateur du projet Aleph.im. Développeur depuis très longtemps, consultant sur les nouvelles technologies, donc consultant pendant un moment sur plutôt des solutions comptables en développement, puis après sur de l'IoT, etc. Et j'ai fondé Aleph.im en 2019. D'accord. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail ce qu'est Aleph.im, qu'est-ce que vous faites, à quoi sert ce projet, nous parler de ce que vous faites. Alors, on va revenir un petit peu au début. Quand j'ai commencé le projet, en fait, j'avais commencé à faire pas mal de DApp, etc. Et j'ai voulu commencer à faire des réseaux sociaux sous forme de DApp. Et en fait, il manquait une brique pour pouvoir stocker beaucoup de données de façon relationnelle, etc. Stocker des fichiers, des photos, stocker des documents, etc. Et on ne pouvait pas. Il n'y avait pas de solution simple pour le faire. Et donc, du coup, c'est de là qu'est née l'idée d'Aleph.im. En fait, Aleph.im, c'est du stockage décentralisé de fichiers et d'entrée de bases de données, et aussi du computing. Computing, pour ceux qui connaissent, c'est du serverless computing, c'est-à-dire que c'est des petites fonctions qu'on va les lancer dans le cloud décentralisé qui vont nous lancer une réponse. Et en fait, ça tourne dans des toutes petites machines virtuelles qui vont se lancer à la demande et en fait être tuées au moment où on n'en a plus besoin. Et donc l'idée, c'est que ça peut être lancé un peu partout sur le réseau. On peut trouver des données d'un peu partout sur le réseau très rapidement. Et donc ça permet du coup de faire toutes sortes d'applications, on peut tout faire avec, que ce soit du back-end pour la finance décentralisée, donc sur Ethereum, c'est un vrai sujet, jusqu'à des réseaux sociaux. On peut faire un YouTube décentralisé, on peut faire un Twitter décentralisé, on peut aussi faire de l'indexing pour des blockchains, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne aujourd'hui Aleph.im ? Alors, en fait, Aleph.im n'est pas une blockchain. C'est un réseau pair à pair qui a ses propres nœuds, ses propres, ce qu'on appelle les core channel nodes, qui sont les nœuds contrôleurs du réseau. En fait, les nœuds contrôleurs du réseau, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vérifier que les nœuds qui proposent vraiment de la ressource, donc du stockage, du computing, vont vraiment faire leur travail. Et donc, ces core channel nodes, ils vont aller faire du contrôle qualité sur tous ces nœuds pour être sûr qu'ils donnent bien la ressource qu'ils doivent faire. Donc aujourd'hui, en termes de core channel nodes, on en a 50. Ça inclut Ubisoft, Delchain, qui est la filiale cryptoactive de Deltec, qui est la banque de en fait Tether, qui fait l'USDT par exemple. On a Synapse avec qui on fait de l'identité décentralisée. On a des hébergeurs, etc. Donc on en a plein. Et l'idée, c'est qu'un message sur le réseau Aleph, il est signé avec une adresse d'une blockchain compatible. Donc, c'est essentiellement beaucoup Ethereum. Ça peut aussi être Solana, Polkadot, Cosmos, etc. Et donc, ce message, il faut qu'il soit signé donc, par une clé privée pour être valide sur notre réseau. Et on accepte des messages de plein de blockchains. Et en fait, il va être ajouté sur cette base de données décentralisée. Et nous, on va aller écrire une fois de temps en temps ce qu'on appelle un hash. Un hash, c'est une somme de calcul. Si en fait, on prend un document et qu'on change une lettre, son en fait hash, il va être complètement différent. Et donc, du coup, on va aller écrire très régulièrement sur Ethereum en fait hash, des messages du réseau. Comme ça, après, on peut revenir dans le passé. On ne peut pas refaire l'historique de ce qui s'est passé sur le réseau. On ne peut rien du tout changer à l'historique. Et donc, on a un réseau qui est immutable tout en restant décentralisé. D'accord. Et alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi aujourd'hui de développer en fait sur Ethereum, sur cette blockchain-là, plutôt qu'une autre ? Alors, on n'est pas que Ethereum, mais beaucoup Ethereum. C'est là où toute l'innovation se fait, c'est là où il y a tout. On commence à avoir un petit peu d'innovation, pas mal d'ailleurs sur en fait Solana, du coup on commence à être beaucoup dessus, mais c'est les deux principales. Et vraiment aujourd'hui Ethereum, c'est là où il y a vraiment toutes les DApp c'est là où tout le réseau se fait, c'est là où il y a la finance décentralisée. Et donc, ce qui est pas mal, c'est que, imaginons, en fait, l'intérêt de construire sur Ethereum, c'est qu'on a accès à toutes les briques de Lego de la finance décentralisée. Des briques de Lego, pourquoi ? Parce qu'on va avoir, par exemple, un projet comme en fait AAV qui va proposer de l'emprunt
décentralisées, c'est-à-dire qu'on va les mettre un collatéral, on peut emprunter une autre monnaie. Dans le cas pour Aleph, par exemple, si un projet veut utiliser Aleph, il peut utiliser les briques de la finance décentralisée pour venir déposer de son token, emprunter du Aleph pour avoir du service, par exemple. D'accord. Et on va avoir plein d'autres branches comme ça. Tout comme notre token, il est tradé sur des AMM. En fait, c'est des places de marché automatisées. Décentralisé. Ouais. On connaît surtout Uniswap en tant que sur Ethereum. Voilà, sur Ethereum. On en connaît quelques-uns sur BSC, donc on est aussi sur PancakeSwap. On est aussi sur Raydium, sur en fait Solana. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir avoir de la liquidité sans en fait avoir des grosses places de marché centralisées. Donc ça, en fait, c'est encore une brique. Et il y a plein de briques comme ça qu'on peut mettre les unes après les autres. Pareil, on va avoir une Slashed pour en fait de l'assurance pour le réseau. On va avoir plein de briques comme ça qu'on peut rajouter et avoir un truc complet sans en fait avoir à réinventer la roue à chaque fois qu'on veut rajouter un service, quoi. Aujourd'hui, si tu avais un conseil à donner à une personne, un newbie, un nouvel entrant dans le secteur des crypto-monnaies, qu'est-ce que ça serait? Si tu avais un conseil à donner, je sais pas, un membre de ta famille, un ami qui se dit tiens, les crypto-monnaies, on peut faire de l'argent, ou je sais pas, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, je pense qu'il y a deux réponses à cette question. Ouais. La première, c'est si la personne s'y intéresse vraiment pour la partie vraiment finance décentralisée ou pour le développement ou autre. Et l'autre, si elle se dit juste je veux gagner de l'argent. Si elle s'y intéresse vraiment, du coup, je vais lui donner des conseils sur quoi faire en trucs sympas, dans la finance décentralisée, les protocoles à utiliser, etc. Et l'autre, c'est si elle veut juste faire de l'argent, d'éviter les scams ou memecoin, etc., type en fait... Dogecoin. Voilà, Dogecoin. C'est pas moi qui l'ai dit. Shiba ou autre. Honnêtement, ils pourraient éventuellement se faire de l'argent, mais ils peuvent aussi en perdre. Et c'est dommage parce qu'on loupe vraiment tout le truc, quoi. Et donc, c'est vraiment de s'intéresser à la finance décentralisée. Aujourd'hui, je pense que c'est le truc très gros aujourd'hui sur Ethereum, c'est la finance décentralisée, toutes les briques de la finance décentralisée, les emprunts, avec par exemple Alchemix ou en fait APWine, les stablecoins et les synthétiques. Donc en fait, stablecoins, ça va être le DAI, tous ceux de nos amis de chez Jarvis, les en fait JEUR, etc. Les emprunts avec en fait AAV et autres, les places de marché avec Uniswap, SushiSwap, etc. Il y a beaucoup de choses super intéressantes et qui ne se limitent pas juste à faire de l'argent, quoi. Bien sûr. Et ça, est-ce que tu penses que c'est pas trop complexe ce fonctionnement, cet écosystème pour un nouvel entrant? Alors, ça peut l'être. Après, il y a pas mal de wallets qui se spécialisent dans le rendre plus simple. Je pense par exemple en fait Argent ou des choses comme ça, qui se spécialisent vraiment dans simplifier l'accès. Et donc, ça a pas mal de... Ça fonctionne bien. Après, comme on voit qu'il y a plein de gens qui ont installé MetaMask, Trust Wallet et autres pour aller acheter du Shiba ou autre, honnêtement, c'est que c'était pas si compliqué vu qu'ils ont réussi, quoi. D'accord, ok, je te remercie. Et pour terminer, ma dernière question, ça va être quelles sont les erreurs? Est-ce qu'il y a une ou des erreurs à ne pas commettre lorsque l'on débute dans justement soit la finance décentralisée, soit quand on s'intéresse aux crypto-monnaies au sens large? Alors, il y en a une que j'ai vu beaucoup arriver. On ne communique jamais sa clé privée et ses 12 mots. Jamais. Quoi qu'il arrive, on ne le donne jamais. Pensez-y, ne jamais communiquer votre clé privée. Et surtout, on ne la prend même pas en photo. D'accord. On la note pas sur une appli ou un truc. On fait pas un screenshot sur son écran. Voilà, on l'écrit sur papier éventuellement. Pour les plus motivés, sur du métal avec des petits outils ou des choses comme ça fonctionne très bien. On ne la prend pas en photo, on ne l'écrit pas sur le PC ou des choses comme ça. La clé privée, elle reste totalement privée. Celle qu'on pourra éventuellement avoir sur un gestionnaire de mots de passe chiffré et sécurisé. Comme Dashlane, par exemple. Ouais, voilà, ou alors qui passe, ou ce genre de choses. Et ça peut être éventuellement un en fait hot wallet. Ça, pourquoi pas. D'accord. Mais sinon, c'est tout. Pour les trucs principaux, c'est prenez un ledger et ne communiquez jamais votre clé privée. C'est noté. Eh ben, écoute, merci Jonathan, merci pour cette interview. Et puis, excellente continuation avec Aleph.im. Et puis, on espère avoir des nouvelles bientôt sur la suite du projet. Génial, merci beaucoup. Je t'en prie.